Merci beaucoup. Je voudrais commencer par remercier le professeur Nishiyama et tous les étudiants, tous les collègues, toutes les personnes qui se sont impliquées dans l'organisation de ce colloque qui est déjà une grande réussite puisqu'il y a beaucoup de monde. Je trouve que les propos sont extrêmement intéressants depuis ce matin notamment. Et j'ai beaucoup de plaisir à participer à ces 2 journées de réflexion collective. Alors, je m'appelle Jérémy Sauva, je suis enseignant-chercheur à l'université à Montpellier et je suis spécialisé essentiellement sur les questions d'acquisition et didactique des langues, notamment dans les domaines de phonétique et phonologie, en fait. Donc aujourd'hui, je vais intervenir sur 2 grands aspects et puis en fait, j'ai fait une conclusion un peu problématisante, on va dire, sur la conséquence de l'interprétation du CECR, notamment sur ces questions de phonétique et de phonologie dans l'apprentissage du français langue étrangère. Donc dans cette intervention, je vais d'abord revenir sur l'importance que le CECR a eue dans la structuration des enseignements des langues vivantes étrangères, en général, hein, d'accord, à l'école primaire et à l'université. En effet, l'échelle des niveaux de compétences a permis une uniformisation internationale des différents objectifs visés pour chaque compétence. Ceci s'est traduit pour la France par une adaptation des programmes de l'éducation nationale afin de réorganiser les compétences visées, d'autant plus que l'enseignement-apprentissage d'une langue vivante étrangère ou régionale a été institué en 2002 dans les programmes de l'éducation nationale. D'abord au CM2, et puis régulièrement jusqu'à l'année dernière, jusqu'à 2 ans, on est descendu en fait dans l'école élémentaire jusqu'à aujourd'hui. Les élèves à partir de l'âge de 6 ans doivent suivre obligatoirement un cours de langue vivante étrangère ou régionale en France. Et puis dans un second temps, je vais m'attarder sur l'un des parents pauvres du CECR, parce que moi c'est comme ça que je le dis, mais vous allez voir que en fait, c'est pas de la faute du CECR si c'est un parent pauvre, c'est que c'est très difficile de faire autrement, et c'est la question de l'enseignement-apprentissage de la phonétique corrective en FLE. Voilà. Alors je n'ai pas lu, je vous le dis tout de suite, hein, j'ai pas lu le complément du compagnon 2018 qui a été proposé, enfin je l'ai lu mais je l'ai pas encore intégré dans la présentation, mais je reviendrai sur ces questions-là tout à l'heure. Et ici, j'exposerai donc une analyse pour expliquer cette situation, une analyse qui sera basée sur les spécificités de la phonétique comme discipline particulière en comparaison avec les autres composantes de la langue. Simplement, c'est l'idée que la phonétique et la grammaire n'ont pas grand-chose à voir d'un point de vue didactique parce que ça fait appel à d'autres composantes, d'autres dimensions dans l'enseignement-apprentissage. Finalement, le CECR ne laisse finalement que peu de place aux enseignements visant à améliorer la prononciation de la langue cible, parce que de toute façon, comme ça a été dit déjà tout à l'heure, la question de la norme, et je ne pense pas que ce soit l'unique vision qu'on peut en avoir de ce CECR, mais le fait d'essayer de proposer une norme et de l'interpréter en tout cas comme une norme ne peut pas fonctionner sur des questions de phonétique. Je vais donc rappeler que parmi les explications possibles, l'histoire récente de la phonétique corrective dans le domaine du FLE, et notamment un ralentissement de la recherche scientifique depuis une vingtaine d'années dans le domaine, peuvent vraiment expliquer cette situation. Et puis donc en quatrième point, je terminerai par une utilisation que je qualifierais un peu d'abusive, hein, des 4 compétences pour tout ce qui concerne les certifications en langue, DELF, DALF, TCF par exemple, notamment en faisant la moyenne des résultats obtenus par compétence. Ça, c'est quelque chose qui, moi, m'étonne toujours. On veut faire croire qu'un apprenant, on fait croire aux apprenants, on fait croire aux enseignants, on fait croire à tout le monde, hein, qu'en fait, on peut avoir un niveau général B2, alors qu'en fait, on peut avoir des résultats extrêmement variables d'une compétence à l'autre, et que finalement, le CECR n'a jamais dit ça, en fait. Hein. Donc, c'est pas ni de la faute du CECR, mais plutôt la question de l'interprétation qu'on en fait, encore une fois, qui est au cœur de tout ça.
Donc dans un premier temps, je vais revenir sur les programmes de l'éducation nationale en France, hein, et qui, dès le début des années 2000, moi j'ai été un professeur des écoles en fait, hein, pendant quelques années, et donc quand j'ai eu mon concours de professeur des écoles, c'était en 2002, justement au moment où l'enseignement des langues vivantes devenait une obligation à l'école primaire en France. Et donc le fait que ces programmes arrivaient pardon, hop, ces programmes arrivaient dans la question de l'enseignement des langues vivantes étrangères arrivait dans les programmes de l'éducation nationale. Alors, il se trouve que quand on regarde, quand on s'appuie sur la grille du CECR, on a une adaptation qui se fait aujourd'hui, hein, maintenant, de l'âge de 6 ans, de la première année de l'école élémentaire, jusqu'à l'université. Alors, si on commence au niveau de l'éducation nationale, c'est-à-dire de l'école primaire, le collège et le lycée, on va avoir cette ventilation qui s'affiche maintenant, avec, en fait, quand même, quand on y pense, 5 années d'enseignement à 1h30 par semaine, donc c'est quand même assez significatif, 5 années pour atteindre un niveau A1. Bon, 5 années pour avoir un niveau A1, je répète, parce que le fait de le dire, des fois, ça aide à prendre conscience. Puis on va rajouter encore 4 années jusqu'au diplôme national du brevet à la fin de la troisième, à la fin du collège, pour atteindre un niveau A2. Donc ça fait déjà 8 années. Bon. Et puis après, quand on arrive au lycée, les choses sont beaucoup plus floues. Au lycée, on parle d'un niveau B. Alors B1, B2, alors on va nous dire oui, mais ça dépend si c'est la première langue étrangère ou la deuxième langue étrangère. Mais en tout cas, on est au niveau B, au niveau des compétences. Et puis après, à l'université, les choses vont devenir beaucoup plus souples finalement. Et c'est là que c'est intéressant parce que ce qui devient très prescriptif A1, A2 pour l'école primaire devient beaucoup plus adaptatif ou interprétable pour le milieu universitaire. À l'université, on demande un niveau B2 à la fin de la licence, puisque la licence en France se fait en 3 années. D'accord ? Et ce niveau B2 correspond finalement pour les non-spécialistes. Hein, pour les non-spécialistes, donc les étudiants qui ne font pas des études de langue spécifiquement, doivent avoir un niveau B2 dans une langue vivante étrangère. Très souvent, c'est l'anglais, mais ça peut être d'autres langues, et n'importe quelle langue, notamment celles qui ont été commencées à être étudiées dès le premier ou le second degré. Et alors, à l'université en France, on a, mais pas pour le français, mais pour toutes les autres langues, ça existe, ce qu'on appelle une certification CLES, qui reprend le niveau du CECR. CLES 1, correspond au niveau B1, CLES 2 au niveau B2, CLES 3 au niveau C1. Et donc on va avoir cette correspondance qui va emmener les étudiants vers ces grades d'obtention au niveau des compétences. Concernant les étudiants qui sont spécialistes, à ce moment-là, eux vont passer directement au niveau C dès la 3e année à l'université pour pouvoir rentrer dans leur master. Et puis, à la fin du master, de toute façon, en faisant un master de langue, il est logique d'atteindre une sorte d'équivalence à un niveau C1, voire même plutôt C2, puisque la plupart de nos étudiants en langue se destinent soit au métier de l'interprétariat, de la traduction, soit à l'enseignement de ces langues. Donc il est forcément important d'arriver là-dedans. Donc on voit qu'ici, les niveaux communs de référence pour les langues ont créé des changements sur les cultures éducatives en France, et on peut également s'attendre à de nouvelles mutations dans le futur, notamment grâce à la prise en compte des contextes plurilingues en milieu scolaire, et cela dès l'école maternelle. Concernant le français langue étrangère, c'est-à-dire, alors moi je parle pour le domaine que je connais le mieux, puisque je suis notamment directeur d'un centre universitaire d'enseignement de français langue étrangère à l'université à Montpellier. Donc c'est tous les centres qu'on appelle les centres QF, qui font partie du réseau de l'ADQF, c'est-à-dire le réseau des directeurs des centres universitaires de FLE. Donc nous, à Montpellier et dans tous les centres universitaires de FLE, on propose une formation sous forme qu'on appelle un diplôme universitaire d'études du français, qui est un diplôme d'établissement, mais qui finalement répond à une charte un peu collective et nationale.
Et en fait, l'organisation de ce diplôme va se faire en fonction des certifications DELF-DALF et en suivant les niveaux du CECR. On va avoir un DUF A1, un DUF A2, un DUF B1, un DUF B2, un DUF C1 et un DUF C2. Et généralement, on est sur un semestre de formation pour atteindre l'un de ces niveaux. Donc ici, par rapport à ce que ma collègue a dit juste avant, on voit que si le CECR n'est pas un cursus en soi, l'interprétation que l'on peut en faire revient à proposer une réorganisation des études et du coup une nouvelle programmation pédagogique dans l'enseignement-apprentissage des langues. En tout cas, c'est une des possibilités. Chaque diplôme se prépare par une formation de 200 heures environ, sur 13 semaines de cours. Et en théorie, un étudiant étranger peut valider son diplôme C2 en arrivant complètement débutant en France au bout de 3 ans. En cumulant en plus 3 années de vie en France en tant qu'étudiant dans un espace francophone, ce qui est forcément un petit peu différent du fait d'apprendre par exemple au Japon la langue française en milieu non francophone. Alors, ces diplômes universitaires sont généralement d'un très très bon niveau. Je vais vous donner juste un petit exemple par rapport à ça, mais là encore une fois, ça permet de relativiser ce qu'on appelle un niveau B1, un niveau B2. Nos étudiants, il n'est pas rare, et tous les ans c'est le cas, que des étudiants qui valident leur DUF niveau B1, par exemple, réussissent en même temps le DELF B2. C'est-à-dire qu'au mois de décembre, ils passent les examens du diplôme au niveau B1 qu'ils valident, et 3 jours après, ils passent les examens du DELF qu'ils valident également. Donc pour vous dire que, en fait, ce qu'on peut appeler B1 est tout à fait interprétable en fait de la part des enseignants et de mes collègues. Alors, maintenant, je vais passer à la question de la didactique du FLE et de la problématique avec la phonétique corrective, en posant la question d'un débat critique, puisque moi, le premier, avec tous mes collègues, Michel Billière, Sylvain Detet et tous les collègues en phonétique corrective, on a tendance des fois à dire, enfin même très souvent à dire, dans le CECR, au niveau de la phonétique, jusqu'au document d'accompagnement qui est paru très récemment, il n'y a pas énormément de pistes. Alors moi, je me suis quand même posé la question, qu'est-ce qu'on aurait pu faire d'autre que ce qui était proposé en 2001 ? Et en fait, si on reprend le document à sa source, à son origine, on se rend compte que la dimension phonético-phonologique de l'apprentissage d'une langue apparaît dans le chapitre 5, page 92, section 5, page 92, principalement sous la forme de compétences à viser, c'est-à-dire percevoir, reproduire des unités sonores, traits phonétiques qui se distinguent des phonèmes, composition phonétique des mots, etc. Si on reprend le petit tableau de synthèse, par exemple, qui s'appelle maîtrise du système phonologique, ici, on vous dit en A1, prononciation d'un répertoire très limité d'expressions de mots mémorisés, compréhensible, avec quelques efforts. En A2, on vous dit la prononciation est généralement suffisamment claire pour être comprise malgré un net accent étranger. Bon. En B1, la prononciation est clairement intelligible, même si un accent étranger est quelquefois perceptible. Et en B2, prononciation, intonation claire et naturelle. Alors claire et naturelle, pour moi, c'est pas très linguistique déjà comme adjectif. Moi, je sais pas du tout ce que ça veut dire d'un point de vue purement phonétique. Claire et naturelle. C1 peut varier l'intonation, placer l'accent phrastique correctement afin d'exprimer de fines nuances de sens. C2 comme C1. Ça, c'est intéressant parce qu'il va falloir expliquer aux étudiants de C2 qui vont faire les mêmes cours de phonétique que les C1. Alors, et après, il y a des, vous voyez, en bas, vous avez des précisions. Et puis là, on nous dit, les utilisateurs du cadre envisageront, expliciteront selon le cas. Selon le cas. Et c'est là qu'on va retrouver l'introduction, page 4 et 5 de mémoire du CECR, où de toute façon, on nous dit bien que tout cela n'est que indicatif et non pas prescriptif. Justement, ce n'est pas l'idée d'imposer une norme, mais plutôt simplement de donner des pistes, même si après l'interprétation des enseignants et des gens qui vont utiliser le texte vont le prendre un petit peu trop au pied de la lettre parfois. Là, on nous dit par exemple les aptitudes phonologiques nouvelles exigées de l'apprenant, l'importance relative des sons de la prosodie, l'exactitude phonétique, l'aisance constitue un objectif d'apprentissage immédiat ou à plus long terme. En gros, c'est ceci et cela en même temps. C'est noir et c'est blanc. Il y a une sorte de complexité
complètement avouée et décomplexée finalement. Une complexité décomplexée, c'est tout à fait intéressant de manière à envisager tous ces aspects-là. Alors évidemment, il y a forcément beaucoup d'enseignants qui vont regretter un guidage précis dans la programmation des activités par niveau général de compétences. Mais en fait, moi, ce que je voudrais faire là aujourd'hui, c'est pondérer un petit peu tout ça en développant 2 aspects. Alors premièrement, les recherches en didactique de la phonétique, pour le FLE en particulier, là c'est vraiment mon domaine, l'un de mes domaines forts de recherche, ont connu un ralentissement depuis environ 25 ans. Il y a un article qui est sous presse, là, qui va paraître dans quelques jours, dans lequel je reviens sur toutes ces questions-là, notamment sur le fait que la phonétique et la didactique ne vont pas bien ensemble, en fait. Dans l'histoire récente de la didactique du FLE, les phonéticiens étant considérés comme des formalistes et des structuraux, si vous voulez, de la langue, et les didacticiens plutôt comme des pragmatiques, beaucoup plus orientés différemment. Alors, il se trouve que, en fait, si on met de côté les idéologies, on peut être didacticien et phonéticien, j'espère que c'est mon cas, et je ne suis pas le seul dans cette situation. Et je me porte très bien, merci. Deuxièmement, l'enseignement de la phonétique, de par ses spécificités, les spécificités des objectifs pédagogiques, ne peut entrer dans une logique de graduation mécanique et systématique. Et c'est là de la différence entre la phonétique, ou son enseignement, et puis la grammaire. Voilà. On ne fait pas la même programmation pédagogique. C'est impossible on ne va pas exposer une règle. Il est pas simplement, la phonétique, c'est pas que de l'entraînement d'exercices. Voilà. La phonétique, c'est pas simplement des exercices en laboratoire. La phonétique, c'est pas simplement écouter, mémoriser et recracher la leçon comme le prof, comme l'enseignant voudrait l'entendre. Alors, moi, je me pose une question toute simple. Que signifie un niveau A1 ou B1 en phonétique, par exemple ? Rien du tout, en fait. Le CECR ne propose pas ça parce qu'on ne peut pas proposer une progression par niveau dans le domaine de la prononciation et de la phonétique. La priorité, selon moi, c'est d'intégrer les compétences phonético-phonologiques dans celles de la compréhension orale et de la production orale, et ne pas sortir la phonétique de tous ces aspects-là. On peut se faire comprendre et comprendre l'autre tout en étant caractérisé par de nombreuses variations ou erreurs sur le plan phonologique, ce qui est le cas aussi chez les locuteurs natifs. Hier, j'expliquais à l'Institut de français de l'autre côté de la rue qu'à partir du moment où un francophone pouvait être un modèle linguistique, même quelqu'un qui serait considéré comme faisant beaucoup d'erreurs dans sa parole, je prends l'exemple d'un footballeur français très connu, par exemple, comme Franck Ribéry, qui est très souvent stigmatisé sur sa manière de parler, mais c'est un modèle linguistique. Voilà. Alors, que ça déplaise ou que ça plaise, en tout cas, c'est la vérité. Voilà. Pour la langue française, je parle. Donc, ce que je veux dire, en fait, ici, c'est que le niveau de compétence articulatoire est indépendant du niveau général de français langue étrangère. Voilà. Et ça, on le remarque bien. Quelqu'un qui va largement valider un niveau C2, qu'est-ce qui va lui rester comme petite variation saillante au niveau de la langue ? Ça sera généralement la prononciation. La syntaxe est parfaite, le lexique est parfait, les codes culturels, interactifs, sociaux sont maîtrisés très bien. Mais le petit accent... Et le petit accent, il peut être très très plaisant aussi. C'est pas forcément quelque chose à avoir de façon négative, bien au contraire. Les Nord-Américains, par exemple, apprécient généralement le French accent, qui donne une sorte de séduction dans les relations sociales. Et donc en fait, un apprenant inscrit dans une formation C1, et c'est le cas qu'on essaie de gérer nous au quotidien dans le centre de FLE, pourra bénéficier de cours de phonétique en laboratoire pour corriger une même erreur qu'un étudiant inscrit dans une formation A1. Le fameux U-OU en français qui pose tant de problèmes, y compris aux apprenants japonais, mais aussi aux anglais, aux espagnols, aux italiens. Et bien cette erreur-là, on va pouvoir la travailler en fait indépendamment des niveaux d'inscription des étudiants. Voilà. C'est quelque chose qui se détache, si vous voulez, du niveau général.
Il n'est pas rare de constater que beaucoup de variations articulatoires peuvent perdurer alors même que les compétences en lexique, syntaxe et communication sont largement atteintes. Alors c'est la question de l'accent étranger qui reste finalement le dernier point un petit peu à travailler à la fin d'un cursus d'apprentissage, si tant est qu'on n'est pas obligé de revenir en arrière en permanence dans l'enseignement-apprentissage d'une langue. Ça, c'est encore une autre question. Voilà pourquoi il n'est pas possible d'intégrer la phonétique dans un schéma de programmation générale de l'ensemble des compétences linguistiques. Et en cela, ça, on ne peut pas le reprocher au CECR. C'est-à-dire que, en fait, c'est pas que le CECR est flou sur cette question, c'est qu'on ne peut pas faire autrement si on veut coller à la réalité. Alors là, pour le coup, on ancre la réflexion sur du terrain et sur de la réalité. La principale raison susceptible d'expliquer ce phénomène trouve pour moi sa raison dans le fait que les questions de phonétique-phonologie s'inscrivent dans le domaine des neurosciences et de la neuroperception, contrairement à la syntaxe ou au lexique. Qu'est-ce qui va faire que la phonétique est très complexe ? Il va falloir travailler sur des réseaux de neurones, en fait. Ce qui va bloquer, c'est pas la mémoire, c'est pas le... Pourquoi on doit s'entraîner pour débloquer et activer des réseaux de neurones, ce qui change complètement les objectifs pratiques et réels dans la classe de FLE. C'est bien la plasticité neurocérébrale que l'enseignant de langue va devoir combattre en stimulant des réseaux de neurones qui ne l'ont jamais été. Et ceci explique également au passage pourquoi il peut être si long de systématiser une prononciation normée dans la langue cible. Voilà. Et enfin, pour terminer, je ne peux pas ne pas évoquer une question que je trouve assez sensible, qui est celle de l'évaluation des compétences et surtout de la compensation que l'on va en faire. J'ai d'abord parlé du TCF, puis après du DELF et du DALF. Alors concernant le TCF, comme vous le savez, la production orale est absente de l'évaluation, le plus souvent. En tout cas, elle n'est pas obligatoire. Voilà. Le problème pour moi, c'est que forcément, en intégrant la phonétique dans les compétences de l'oral, on va fausser le niveau général de l'apprenant dans son évaluation du français. Alors, on n'a pas le droit de le dire officiellement, mais nous, on le sait. Concrètement, quand on doit sélectionner des étudiants étrangers qui veulent rentrer dans un master FLE, par exemple, ceux qui justifient d'un TCF B2 ou ceux qui justifient d'un DELF B2, on sait très bien qu'ils ont des niveaux de français quand même assez différents. Même si officiellement, ils ont un niveau B2 en français. On va retenir uniquement cette formulation-là. Et d'un point de vue juridique, on ne peut rien faire. Or, cette absence de production orale dans l'évaluation est quand même... Je vais essayer de reformuler ce que ça veut dire. Enfin, ça veut dire qu'on peut obtenir une certification en langue sans parler la langue, puisqu'il n'y a pas d'évaluation en production orale. Pour moi, reposez-vous bien la question, on peut obtenir une certification en langue sans parler la langue. À quoi ça sert d'avoir une certification en langue ? Pourquoi est-ce qu'on apprend une langue pour la parler ? On est bien d'accord. Donc, vous voyez, à un moment donné, on va un petit peu tourner en rond. Concernant le DELF et le DALF, au niveau des 4 compétences, là, elles sont bien présentes de façon obligatoire. Merci. Mais on a une compensation entre ces compétences, comme pour le TCF. Alors, moi, je suis président du jury DELF-DALF, puisqu'on est aussi centre d'examen DELF-DALF à l'université à Montpellier. Et c'est moi qui signe les attestations. Et puis, je les vois, les 4 notes, une pour chaque compétence. Sur l'attestation, chaque compétence est notée sur 25 points, vous savez. La note globale est sur 100 et il y a des notes éliminatoires à partir en dessous de 5 sur 25. Mais il n'est pas rare de voir des répartitions PE 19, CE 19, et 18 par exemple, oui, PO 6, CO 8, ce qui aboutit à 51 sur 100. Hop, l'étudiant, il a son diplôme d'ALF C1. Donc il va dire à tout le monde, j'ai un niveau C1. Seulement, avoir un niveau C1 en ayant 6 ou 8 sur 25 dans 2 compétences sur 4, moi, ça me pose un problème, surtout si ça concerne l'oral et surtout si ça concerne, du coup, par effet domino, la phonétique dans ces compétences de l'oral. Alors, les solutions possibles, ce serait la création d'un fameux CLES-FLE, c'est-à-dire une certification universitaire, qui est une vraie certification linguistique universitaire, qui n'existe pas encore, mais qui est actuellement... Alors,
en préparation, en discussion, mais c'est forcément très très compliqué puisque le DELF et le DALF occupent le terrain à 100% sur tout le territoire français, ce qui n'était pas leur vocation déjà au départ. Donc on le voit ici, attribuer un niveau du CE-CRL à un locuteur, machin est B1, machin est B2, machin est C1, ça connaît aussi des limites, d'accord ? Mais ce n'est pas le CE-CR qui a dit qu'il fallait faire comme ça. Hein. Le problème ne vient pas, pour moi, hein, le problème ne vient pas du cadre, mais vient de l'interprétation qu'on en fait, en fait. Et on a choisi certainement une voie de facilité en se disant, bah, puisqu'ils disent qu'on peut faire comme ça, on va rendre ça obligatoire. On va le prendre pour argent comptant, finalement, et puis on va l'imposer comme ça. Donc voilà les quelques pistes de réflexion que je voulais vous proposer aujourd'hui dans le cadre de ce symposium. Je vous remercie. ありがとうございました。